Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Damian, toujours là on vous a emmené faire un tour du monde et c'est pas fini. Hein, c'était très intéressant, hein, tu nous as bien, voilà, on était en Inde, on est passé en Amérique du Sud. D'ailleurs on n'a pas fini encore avec l'Amérique du Sud parce que le Pérou c'est un lieu exceptionnel, c'est quand même un pays assez, j'ai envie de dire, riche en sites, en sites historiques, ouais. Etc. Bah, c'est là où tu as une concentration finalement d'ensemble de sites. Vraiment au kilomètre carré, tu as vraiment cette compression, je dirais, sur ce pays de tous ces lieux, de tous ces sites. C'est Disneyland hein, pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Voilà. En Inde, tu n'en as pas énormément, mais au Pérou, oui, c'est vrai que c'est... Il y a une concentration. Alors, cette civilisation Inca, on n'a pas parlé des Nazca. Je sais que tu as été voir, tu as vu les lignes de Nazca. Je suis allé les voir. Tu es allé les voir. J'ai pris, comme tout le monde, le petit avion qui t'amène au-dessus des lignes. Et pareil, c'est un moment fort de pouvoir le voir de ses propres yeux, autre que de le voir à la télévision ou dans des livres. Donc c'est vraiment du ciel que tu peux te rendre compte de ces lignes. Et moi quand je suis arrivé à Nazca, le premier jour j'ai rencontré un Allemand, un ingénieur allemand, qui avait fait les lignes la veille, hein, qui les avait survolées, et qui était complètement presque choqué, retourné d'avoir constaté certaines de ces lignes. Alors pas les lignes qui représentent des animaux, parce que comme tu sais, il y a des dessins de Nazca, ouais, tu as ces fameux tracés dans le sol qui représentent, où on trouve l'oiseau, qui d'ailleurs est le colibri. Tu as l'araignée, tu as aussi le dauphin, un animal. En fait, ce qui est assez intéressant avec le Nazca, c'est que tu trouves en fait la représentation d'une espèce, de chaque espèce sur Terre. Tu as l'espèce animale, des espèces végétales, tu as le fameux cactus, tu as aussi tout ce qui est insecte, qui est représenté par donc l'araignée, c'est la tarentule plutôt. Voilà, tu as aussi le fameux... T'as un humain aussi, c'est ça? Le cosmonaute. Ouais. Non, il l'appelle le cosmonaute. Ah, il l'appelle le cosmonaute. Le cosmonaute et pas l'humain. Le cosmonaute, donc une sorte de petit personnage avec une tête un petit peu de trapèze, avec deux gros yeux en guise d'œil, enfin deux gros ronds en guise d'œil, qui justement lève son bras comme s'il saluait en fait les gens qui l'observent vu du ciel. Et donc, ligne de Nazca, juste pour résumer en quelques mots, elles ont été donc tracées au sol à cet endroit-là parce que sur ce plateau il n'y a aucun vent. C'est-à-dire que les lignes de Nazca, c'est tout simplement sur le plateau de Nazca, tu as une couche de sable blanc et par-dessus tu as une couche de sable plus sombre en fait, donc noir, ocre, voilà. Et quand tu grattes la surface de ce sable en première couche, tu as le sable blanc en seconde couche qui apparaît. Voilà. Donc si par exemple tu mettais un grand coup de vent là-dessus ou une tornade, la ligne de Nazca n'existerait plus. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les anciens à l'époque qui ont tracé ces lignes sur le sol l'ont fait consciemment, sachant qu'il n'y avait aucun vent qui jamais ne pourrait les effacer. Et donc pour revenir à ma rencontre avec cet ingénieur allemand, donc qui me parlait des lignes de Nazca, lui avait été plus intrigué par non pas les représentations animales, végétales et d'insectes, mais plus par en fait ces fameuses lignes de plusieurs kilomètres de long qui représentent en fait des triangles ou des choses, des formes très géométriques. Et il m'avait dit que de son œil vu du ciel, ces lignes étaient d'une régularité parfaite, voilà, avec des angles droits parfois, et il comprenait pas comment les anciens à l'époque avaient pu donc sur plusieurs kilomètres avoir cette régularité dans les lignes, et surtout comment ils avaient pu vérifier vu du ciel, je dirais, le résultat de leur travail. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand on regarde les lignes de Nazca vues du ciel, on se rend compte donc on a plusieurs espèces animales qui sont présentées. Donc on a l'oiseau, donc le colibri, qui représente en fait l'animal qui vole sur Terre. On a un autre animal, un autre mammifère qui est un dauphin ou une baleine, je ne sais plus, c'est l'un des deux, qui représente en fait l'espèce animale des océans. Tu as la tarentule qui représente l'insecte finalement, qui est représentative du règne insecte. Donc tu as le cactus, et tu as l'impression que finalement, c'est une de Nazca, c'est une sorte de carte.
une sorte de carte qui, vue du ciel, te dit, ben, sur Terre, vous trouvez telle espèce animale aquatique, donc ça te montre qu'ici il y a des océans. On te montre qu'il y a des oiseaux qui volent. Donc on te dit que il faut savoir, c'est que le colibri, c'est sur Terre l'animal le plus petit et le plus, on va dire, fragile, le plus fébrile. Il a un cœur qui bat je sais pas combien de battements à la seconde. Il s'épuise extrêmement vite. Et je veux dire, si demain tu avais une pollution atmosphérique, le colibri au Pérou, je veux dire, on n'en trouve pas qu'au Pérou bien sûr des colibris, mais cet animal-là serait probablement un des premiers à être atteint par la qualité de l'air, si j'ai envie de dire. Donc le colibri, tu as l'impression qu'il représente finalement l'air et aussi la pureté de l'oxygène, tu vois, de l'air. Donc on te dit que finalement cet air, il est respirable. C'est presque comme ça que j'ai envie d'interpréter. Et ce que je te dis, c'est bien sûr mon ressenti personnel, mon interprétation. Et puis, tu as aussi un singe. On te montre finalement qu'il y a d'autres animaux, d'autres mammifères, donc à quatre bras. Donc, on te montre bien qu'ils ont des jambes, ils ont des bras, ils ont des mains qui sont capables d'agripper et tout ça. Donc, tu as l'impression que c'est une carte qui a été établie donc, pour, vue du ciel, informer que si jamais tu arrives sur Terre par le Pérou et que tu vois signe de Nazca, donc c'est comme si c'était un lieu d'arrivée, on te dit finalement, avec des symboles simples, on te regroupe toutes les espèces que tu trouves sur Terre par famille. Donc c'est intéressant, et surtout ce qui est aussi intéressant, c'est que on sait tous que les lignes de Nazca ont été à la base élaborées pour s'adresser aux dieux venus du ciel. C'était pas fait pour les gens qui vivaient à l'époque sur ces terres. On n'avait aucune information à leur donner. C'était pour vraiment communiquer un message vu du ciel. Les dessins ne sont visibles que du ciel. Ils sont visibles que du ciel. C'est la découverte de l'aviation d'ailleurs qu'on les a découverts. C'est tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'est un aviateur britannique, je crois à l'époque, qui est en survolant à britannique ou allemand, américain, je ne sais plus. Je suis désolé pour cette erreur, si je l'ai fait, mais ça a été vraiment découvert de manière et de façon accidentelle, et on n'aurait jamais découvert ces lignes si on ne les a pas vues du ciel. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que même à l'époque, les habitants qui vivaient dans cette région, je crois, si je ne dis pas de bêtises, n'avaient pas forcément non plus connaissance de l'existence de ces lignes. Tout simplement parce que ces lignes, quand tu marches dessus, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Voilà. C'est pas visible du sol, quoi. C'est pas visible du sol. Et c'est intriguant. Et puis, il faut voir aussi cette régularité dans ces tracés au sol. J'ai envie de dire, il y a une géométrie, une harmonie dans les lignes qui est assez difficile de faire sans en vérifier le résultat, en l'air. T'as l'impression que les mecs l'ont fait au sol et qu'au-dessus, les gars étaient en train de leur donner des instructions presque, tu vois, j'ai envie de dire. Parce que les lignes, elles sont vraiment droites, quoi. Alors, t'as ces fameuses lignes droites qui forment des structures géométriques. Et puis d'ailleurs, je crois qu'à cet endroit-là, il y a aussi un autre phénomène. C'est-à-dire que sur ce plateau de Nazca, tu as aussi un moment une montagne qui est coupée en fait. Ah oui, on a coupé la montagne. Tu as une montagne et puis d'un coup, c'est complètement plat, une planitude parfaite et totale. Et c'est ce que me disait cet ingénieur allemand que j'ai rencontré. Il m'a dit, j'ai l'impression que, vu du ciel, il y a quelque chose d'énorme qui a coupé la montagne tout simplement. Tu vois, comme un couteau était venu lisser le sommet. Et là, on a pu tracer ces lignes géométriques. Donc voilà, c'est intriguant. C'est ce qui est dit dans le reportage, d'ailleurs, la révélation des pyramides de Grimaud et Pouillard, qui, alors, voilà, qui fait assez polémique pour certains, hein, bien sûr, mais qui parle de ce fait-là, que la montagne a été carrément coupée, quoi, à un moment. Il parle des lignes de Nazca ? Ah, il en parle à un moment. Il fait référence à ça, il parle justement de cet événement qui est quand même extraordinaire, qu'on ait coupé carrément la montagne. J'ai vu le film 2 fois ou 3 fois et ça m'a pas marqué, ça t'a pas marqué ce passage, et du coup tu me donnes envie de le revoir. Ouais. Mais je m'en lasse pas de le revoir. Il en fait référence. C'est génial en fait. Ce film, La révélation des pyramides, est riche de détails et c'est vrai qu'à la première lecture, il y a beaucoup de choses en fait que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que en général, les gens à qui je conseille de le voir, je leur conseille toujours de le revoir une deuxième, troisième fois. Et à chaque fois, tu as un niveau de lecture différent où d'autres choses se révèlent en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a une vraie richesse dans ce film. Ouais. Tout à fait. Et donc, alors, c'est marrant que justement tu me dises cet ingénieur allemand, lui, il a remarqué ça aussi. Lui, il a remarqué, ça l'a perturbé. Ouais. Ça l'a perturbé, il était très évasif quand il m'en parlait.
Et j'ai pu m'en rendre compte par moi-même quand j'ai survolé ces lignes. Ouais. Alors aussi, il y a ces fameux crânes. Les crânes élingués. Les crânes élingués, qu'on retrouve à Paracas. À Paracas, voilà. Et dans d'autres endroits, dans d'autres musées, je crois, d'autres endroits du Pérou, parce que ces fameux crânes élingués n'ont pas été retrouvés qu'à un endroit uniquement au Pérou, mais en plusieurs endroits. C'est des momies aussi. D'Amérique du Sud, des momies, mais aussi dans d'autres endroits. On en a trouvé, je crois, en Égypte. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique parce qu'on a. On n'a pas vraiment de recherches sérieuses qui ont été faites à ce sujet, mis à part celle de Brian Foster, qui a d'ailleurs sorti un nouvel ouvrage qui présente en fait les évidences et les conclusions d'une longue investigation concernant ces fameux crânes. Et c'est intéressant parce que les crânes élingués, c'est quelque chose pour lesquels je ne me suis pas vraiment investi, je n'ai pas vraiment encore regardé et pris le temps de m'intéresser à ce sujet, qui est fascinant n'importe comment. Et c'est pour ça que je retourne au Pérou justement au mois de décembre, pour aller voir moi-même ces crânes et essayer justement de présenter aux internautes et aux métanautes certaines évidences concernant ces crânes. Parce que même si dans énormément de cultures, de par le monde, on a à la naissance des bébés volontairement enrôler les crânes dans des rubans pour donner une forme à ces crânes, parce que le but premier était de faire en sorte que les enfants et même les parents qui le faisaient ressemblent le plus possible à leur dieu, à leur divinité, qui eux justement avaient des crânes élingués. J'en parlais tout à l'heure avec l'Isla del Sol en Bolivie, où le dieu Orejana serait descendu, donc elle est représentée pareil avec un crâne élingué. Donc tu as clairement, même chez d'autres tribus amérindiennes, tu vois vraiment ces crânes qui sont coniques, mais parce qu'on les a complètement déformés volontairement pour les faire ressembler le plus possible aux crânes des divinités. Et puis tu as d'autres crânes qui eux néanmoins sont très élingués et qui ont en fait un volume au-dessus de la normale. C'est-à-dire que tu as des crânes qui ont un volume comme ça. Et là, pour le coup, ça peut pas être juste. Tu te dis, voilà, tu peux pas, le coup des bandages, avec un bandage, déformer le crâne, parce que le crâne, il est comme il atteint un certain volume. Tu peux peut-être lui donner une forme, mais c'est pas pour autant que tu vas lui donner du volume. Le crâne, il va pas naturellement, sinon on aurait des crânes par défaut disproportionnés naturellement. Donc il y a ces crânes élingués naturels qui sont coniques et très grands, qu'on a découvert, qui existent, et qui sont visibles à Paracas, qui est juste au-dessus de Ica, donc où je vais retourner le mois prochain. J'espère pouvoir amener des images très intéressantes là-dessus. Et tu as ces crânes coniques qui justement se calquent sur ces énormes crânes pour essayer de s'en approcher le plus possible. Et tu retrouves aussi ces formes de crânes dans des représentations de l'Égypte, dans des statuettes, des artefacts ou même des gravures, des peintures, des fresques. Donc c'est quelque chose qui non seulement est propre à la culture amérindienne, mais aussi à d'autres cultures orientales. Donc n'importe comment, que ce soit dans des mises en application de rites ou de cultures comme cela, et des constructions d'anciennes civilisations, on a vraiment des points communs qui relient les continents entre eux. Et à l'époque, ces continents, il y a des milliers et des milliers d'années, n'étaient pas censés être en contact les uns avec les autres. Si on part du principe que ils ne pouvaient pas voyager ou traverser les océans, tu vois. Donc il y a eu un échange entre toutes ces cultures et ces civilisations, probablement des échanges commerciaux et culturels qui ont n'importe comment, qui se sont insinués sur le globe, tout simplement. Parce que ces crânes, alors j'ai su aussi, information à vérifier, mais qu'il y avait eu un cambriolage en fait dans le musée de Paracas, et on avait volé justement un certain nombre de ces crânes. Alors j'ai pas entendu parler de cette information et ça m'inquiète un peu parce que j'espère que je vais pouvoir voir mes crânes ou les filmer. Ouais. En plus tu vas aller à Ica aussi, alors là c'est les fameuses pierres d'Ica, c'est ça? Ah oui, alors Ica, alors voilà. Donc là je vais présenter aussi ces pierres que beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler. Alors ceux qui cherchent, bien sûr, ceux qui s'intéressent à tout ça, comme toi, comme moi, comme d'autres, connaissent très vaguement les pierres d'Ica. Mais les pierres d'Ica ont été, comme souvent, la plupart du temps, quand on fait une découverte, on va dire
authentifiés comme étant authentiques, c'est-à-dire comme effectivement présentant un pan de l'histoire ou un pan d'une culture à un moment dans une civilisation, et puis tout de suite après démenti, c'est-à-dire finalement on dit bah non, c'est faux, ça aurait été on va dire l'œuvre d'une famille de plaisantins qui se serait amusée à graver eux-mêmes les pierres pour les commercialiser, pour les vendre, etc., ou pour faire parler d'eux. Seulement, le problème qui se pose, c'est que les pierres d'Ica, ce ne sont pas moins de 20 000 pierres qui ont été retrouvées. Et on en retrouve encore aujourd'hui. Et le problème avec ces pierres, c'est que si tu veux faire une petite blague et graver des pierres, t'en fais pas 20 000. Ces 20 000, il faudrait... ce serait plusieurs vies sur plusieurs générations. Et, alors, ça dure longtemps la blague. Ça dure longtemps la blague. Et surtout, ce que les métanotes, certains ignorent, c'est que ces pierres, elles présentent, c'est surtout ce qu'elles présentent, les scènes de vie qu'elles mettent en avant qui sont intéressantes. Au-delà du fait qu'on ait trouvé 20 000 pierres qui soient gravées, sur ces pierres d'Ica, on trouve des scènes en fait de vie de l'époque. Un peu comme, tu vois, tu avais ces hommes des cavernes à l'époque qui peignaient dans des grottes et qui représentaient des scènes de vie, un peu comme un carnet au quotidien pour conter des histoires ou conter certains événements importants dans la vie au sein d'une tribu. Et ben, les pierres d'Ica, elles mettent en évidence des scènes de vie d'hommes chevauchant des dinosaures. Des dinosaures, ouais. Et dans ces dinosaures, tu trouves de tout. Tu trouves des tricératops, tu vois des brachiosaures, tu vois des tyrannosaures, tu vois d'autres espèces qui évoquent des vélociraptors et tous ces dinosaures, voilà, qu'on connaît à peu près dans les grandes lignes. Et le plus intriguant, c'est qu'on voit ces hommes les chevauchant. C'est-à-dire que tu vois ces hommes qui ont des sortes de tuniques qui sont représentées par un quadrillage spécifique, donc qui remet en avant le tissu de leur tenue, et tu vois en fait que ces dinosaures en sont également pourvus. Donc tu vois qu'il y a vraiment des selles, qu'il y a des harnais, des cordes, et tu les vois qui les chevauchent, et tu vois ces hommes avec leurs lances qui chevauchent ces dinosaures. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, parce qu'on pourrait se dire que finalement, à l'époque, si on part du principe et qu'on accepte le fait que ces pierres sont authentiques, elles ont été taillées et gravées il y a plusieurs milliers d'années, on peut se dire que les hommes avaient beaucoup d'imagination et qu'ils avaient probablement trouvé des os de dinosaures quelque part et qu'ils étaient très intelligents et qu'ils avaient pu reconstituer les squelettes jusqu'à réussir à élaborer et donner des formes, les formes spécifiques qu'on connaît aujourd'hui des dinosaures qui sont illustrées sur ces pierres. Donc ça c'est troublant. La deuxième chose troublante, c'est que en fait les gravures de ces pierres est complètement homogène. C'est-à-dire que si tu prends une pierre et que tu veux la graver avec l'outil que tu as à l'époque, c'est-à-dire peut-être une pointe en métal avec un petit marteau et que tu commences à tailler, tu vas pas avoir un trait régulier et sûr. Et là le problème avec les pierres d'Ica, c'est qu'en fait quand tu les regardes de très très près, les gravures semblent avoir été faites avec un outil qui aujourd'hui pourrait être assimilé à un laser. Alors je sais que les internautes, ceux qui n'aiment pas les vidéos que je fais et les évidences que je mets en avant, parce que le laser c'est souvent un terme que je reprends parce que c'est simple et facile, mais là pour le coup tu as vraiment une régularité dans l'épaisseur du trait, c'est à dire qu'il n'y a pas le trait, il fait sur certaines pierres un demi millimètre ou un millimètre d'épaisseur, enfin de largeur, et il a une continuité, une régularité qui est parfaite du début à la fin. Il n'y a pas de dérapage de l'outil et tout laisse penser qu'ils avaient quelque chose qui venait tout simplement enlever la première couche écailler la pierre. C'est incroyable. Et d'autres pierres mettent en avant encore des personnages qui regardent les étoiles avec ce qui ressemble une longue vue. Et tu vois... Je crois qu'il y a des scènes aussi de chirurgie. Alors, il y a aussi... voilà. Alors, malheureusement, je ne sais pas si ces pierres sont... les pièces de scènes de chirurgie sont exposées au musée d'Ica. Je ne suis même pas sûr que celles avec les dinosaures soient exposées, mais en tout cas, ces pierres dont tu parles font partie de la collection privée du docteur Cabrera, qui en fait était un Péruvien qui a découvert les pierres et qui les a donc regroupées. Et donc les opérations chirurgicales que tu mentionnes, en l'occurrence, la plus connue montre une transplantation de cœur. Donc tu vois clairement en fait toutes les pierres alignées et tu vois chaque pierre qui te montre en fait le processus d'opération. Donc tu vois deux personnes qui sont au-dessus d'un patient, tu vois le couteau représenté, donc on voit qu'il y a une ouverture qui est faite dans le corps, tu vois un tuyau qui passe dans la bouche du personnage qui est opéré, relié à une sorte de poche, et
et tu as l'impression que c'est un tuyau d'oxygène. Il représente sur les pierres d'Ica, l'air est représenté par des sortes de petites lignes tourbillonnantes qui représentent le souffle, qui te montrent en fait que le patient est toujours vivant et qu'il respire. Après on voit le cœur qu'on retire, et après on voit qu'on le remet dans un autre corps, on voit après qu'on recoue, on voit vraiment le fil. Donc tu te dis, mais attends, si ces pierres sont authentiques et qu'elles ont été effectivement taillées il y a des milliers d'années, au-delà de l'incroyable maîtrise et main d'œuvre qu'il a fallu pour justement en tailler autant avec une telle régularité, la scène en elle-même est aussi troublante. Autant celle d'hommes chevauchant les dinosaures et s'adonnant à la chasse aux dinosaures, tu vois, parce que tu vois vraiment des scènes un peu barbares où tu vois des dinosaures décapités, etc., etc. Autant dans la scène de transplantation, parce que là, autant dans la forme que dans le fond, on a quand même un gros souci, quoi, tu vois, au niveau de l'objet en lui-même. Et ça, ces pierres on n'en parle pas énormément. Non, pas du tout. Oui. Et pourtant, c'est un sujet passionnant. Moi, j'ai pu en apprendre plus à travers les écrits de Robert Charroux. D'ailleurs, j'aimerais remercier les internautes qui m'ont conseillé de lire les ouvrages de Robert Charroux parce que j'apprends des choses, parce que je ne suis pas un spécialiste, parce que je suis quelqu'un comme toi, comme tous les gens qui s'intéressent à tous ces sujets. Et j'essaye justement de repartir un peu dans le passé de ces ouvrages écrits qui sont riches d'informations et qui me permettent moi aussi d'obtenir de l'information, des lieux futurs où je vais me rendre. Et des choses que je pourrais justement donner aux internautes en y allant de par moi-même, quoi. Ouais, parce que là, ces pierres d'Ica, c'est pareil, ça fait partie un peu de ces choses un peu mystérieuses entre guillemets qui dérangent, voilà, et qui dérangent et pour lesquelles alors il y a eu effectivement je sais une campagne pour dire oui tout ça n'est pas faux, voilà, tout ça n'est pas vrai, elles ont été faites au XXe siècle, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui les touristes qui vont à Ica achètent aussi des pierres d'Ica entre guillemets, donc des pierres qui sont cette fois taillées aujourd'hui avec les moyens actuels en guise de souvenir, mais bon c'est des petites pierres qui représentent un petit lion, un petit dinosaure, un truc comme ça, mais ce ne sont pas les vraies pierres qui ont été excavées et mises à jour. Et aujourd'hui, les locaux qui vivent autour de cette zone d'excavation continuent à creuser et certains, parfois, en retrouvent. Mais pas des pierres aussi surprenantes, mettant en scène des hommes sur des dinosaures. Des hommes sur des dinosaures. C'est complètement un peu surréaliste. C'est un peu surréaliste, ouais. Pas plus que... Enfin, autant surréaliste, j'ai envie de dire, que d'autres artefacts qui ont été retrouvés en Bolivie et qui représentent en fait des dinosaures aussi. Ouais. Donc on a aussi des représentations d'artefacts de dinosaures. Pareil, tu vois des ptérodactyles, tu vois des sortes même de dinosaures qu'on n'a pas forcément vus, qui ressemblent un peu à des serpents, des serpents géants, ou tu vois aussi d'autres dinosaures qu'on connaît très bien. Et tu te dis, mais ces artefacts, on les a retrouvés. Ils sont là, on ne peut pas les nier, tu vois. Donc soit on leur donne aucune crédibilité, et on les étiquette tout de suite de contrefaçon, de fake ou peu importe, de choses, voilà. Ou soit on fait une vraie étude là-dessus, on essaye de les dater, donc si c'est de la céramique, on peut le faire. Si c'est de la pierre, c'est plus difficile, mais on essaye vraiment de remonter dans le temps pour leur donner une légitimité. Et ces artefacts qui mettent en avant et qui évoquent des dinosaures, et qui font plus que les évoquer, qui les représentent vraiment, tu en reviens à la même problématique que ces pierres d'Ica en te disant comment ont pu-ils faire à l'époque, à cette époque reculée, comment avaient-ils le savoir, la connaissance, pour comprendre comment étaient faits les dinosaures ou à partir des os qu'ils avaient retrouvés. Comment ils ont pu leur donner cette forme, comment ils ont pu leur attribuer des écailles pour certains et des petits détails très troublants qu'aujourd'hui on est capable de comprendre parce que voilà, la science durant ce dernier siècle a fait un bond prodigieux. On a des appareils, on a tout ce qu'il faut pour justement remonter le passé, pour comprendre en grattant l'ADN, en analysant certaines choses, on arrive à reconstituer finalement ces dinosaures. Mais il y a 2000-3000 ans, comment eux avaient-ils fait pour savoir et comprendre comment étaient faits des dinosaures, même à partir d'os? Il faut pouvoir... moi aujourd'hui tu me mets sur un site d'excavation, tu me mets face à un squelette de dinosaure complètement éparpillé parce que aujourd'hui retrouver un dinosaure entier comme ça c'est assez rare, hein. Souvent c'est des os qui sont un peu pêle-mêle parce qu'il y a eu des mouvements de terre, il y a eu des coulées de boue, parce qu'il y a eu des tremblements de terre ou autres qui les ont enfouis, qui les ont mis à jour. Et aujourd'hui, moi, je suis incapable de te reconstituer un squelette et puis te dire à quoi il ressemblait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça c'est un peu compliqué. Ça. Donc il faut se poser des questions à un moment. Face à toutes ces évidences, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions en se disant mais pourquoi il y a autant de représentations d'hommes et de dinosaures? Et pourquoi aussi dans certaines grottes en Bolivie on voit des peintures rupestres où tu vois des scènes de chasse peintes sur les grottes d'hommes en train de chasser à la lance un brachiosaure. Tu te dis, il y a quelque chose qui est bizarre quand même. Et puis il y a cette rivière, je sais pas si tu as entendu parler aux États-Unis aussi, ouais. où il y a des empreintes d'hommes. Tout à fait. Avec des empreintes côte à côte avec des empreintes de dinosaures qui sont fossilisées. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces empreintes d'hommes, je crois certaines sont des sandales. Exactement. Donc ce ne sont pas des empreintes de pieds nus, ce sont des empreintes de sandales. Tout à fait. Donc, parce que même la BBC a fait un reportage en voulant un petit peu se moquer de tout ça, machin, mais ils filment et tout est filmé. Et en fait, ils retirent donc un bout de plaque de cette rivière et ils retrouvent deux empreintes. Bien sûr. Avec une empreinte d'homme et une empreinte à trois, on va dire, trois parties, trois doigts, comme on dire. Voilà. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est, et que je me pose, c'est qu'est-ce que l'histoire nous a raconté et quelles sont les évidences aujourd'hui que nous retrouvons qui nous permettent de re-questionner cette histoire véritablement. Parce que on nous dit que les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années suite à un fameux astéroïde, météorite qui aurait éradiqué toute vie sur Terre. Les dinosaures seraient éteints les uns après les autres, faisant partie certains d'un écosystème. Forcément, ils n'auraient pas pu se nourrir. Les variétés de plantes qu'ils consommaient ne poussaient plus, donc ils sont morts de faim, etc., etc. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement, les dates qu'on nous donne sur cette grande frise chronologique, avec les périodes, avec les civilisations, est-ce que cette frise, elle ne mérite pas justement d'être revue? Tu vois ce que je veux dire? Je vais parler d'un sujet qui est intéressant, que peu de personnes connaissent, et je ne vais pas m'en cacher, dont j'ai eu connaissance très récemment, qui sont les fameuses tablettes de Lussac. Les tablettes de Lussac ont été retrouvées en France. Ce sont des tablettes qui ont été estimées datées du néolithique. Et à l'époque du néolithique, on représente l'homme donc dans des musées avec des peaux de bêtes sur le dos. Seulement les tables de Lussac, elles te mettent en évidence des hommes, des femmes habillés comme toi et moi. C'est-à-dire avec des pantalons, avec des ceintures, des cols, comme des cols de chemise, des boutons et des choses comme ça. Et ces tables ont été authentifiées et certifiées, donc ce ne sont pas des tables qui ont été faites récemment à notre siècle, ça date effectivement du néolithique. C'est du néolithique, et ça a été retrouvé en France. Les tablettes de Lussac. Les tablettes de Lussac. Les tablettes de Lussac. Voilà. Et pareil, ça fait partie des choses qu'on ne met pas énormément en avant, dont on parle peu, parce que tout simplement ça tombe dans l'oubli, ou tout simplement parce que les personnes à l'époque qui ont travaillé ou qui ont fait des recherches aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus là. Il ne nous reste plus que leurs écrits, leurs témoignages dans des livres. Et c'est pour ça que je conseille fortement à tous les gens qui regardent ce soir cette émission de faire comme je fais, de lire les ouvrages de personnes qui, il y a 50 ans, et qui n'avaient pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui, faisaient des vraies recherches, allaient sur place, menaient des investigations, menaient un travail de fond. Et aujourd'hui, certaines découvertes sont passées complètement aux oubliettes, et pourtant elles sont là pour nous dire, ou pour mettre ce son de cloche, pour nous rappeler que il y a 12 000 ans, la vie ici, telle que on nous la présente, n'était pas exactement comme elle est, quoi. Donc, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais t'en citer un autre, si on parle de tablettes. Je vais te parler des tablettes de Glosel. Voilà, alors pareil, on a entendu parler, c'est quelque chose qui parle. Glosel, c'est en France, près de Vichy. Donc les tablettes de Glosel, ce sont des sortes de tablettes. Il y a aussi des céramiques qui ont été retrouvées, des os sur lesquels on a gravé, des symboles, des idéogrammes. Et ces tablettes de Glosel, quand on les a retrouvées dans les années 50, je crois, ou peut-être dans les années 20, je ne sais plus exactement. Donc c'est un sujet pareil sur lequel je me pencherai par la suite, parce que c'est très passionnant et parce qu'il y a une corrélation à faire entre ces tablettes-là et d'autres tablettes qui ont été retrouvées de par le monde. Ces tablettes de Glosel datent du néolithique, mais elles te présentent en fait des idéogrammes, donc des symboles qui représentent des mots, tout simplement. C'est pas des alphabets genre ABCDE, non, ce sont des idéogrammes qui représentent en fait quelque chose, un peu comme certains hiéroglyphes, si je dis pas de bêtises, qui représentent en fait quelque chose, tu vois. Voilà. Ces tablettes de Glosel donc ont été datées du néolithique, puisqu'on les a retrouvées aussi sur des os, tous ces symboles. Et le néolithique, on est à 10 000 ans, à 12 000, 10 000 ans Jésus-Christ.
et on te dit que l'écriture, en fait, l'origine, c'est Sumer. Voilà, Sumer, c'est l'origine de l'écriture, l'origine des mathématiques, c'est de là où tout est parti. Avant Sumer, finalement, on n'avait rien, on ne savait rien faire. C'est ce qu'on te dit aujourd'hui, hein. Finalement, l'histoire, c'est ce qu'elle te dit. En Sumer, les hommes cultivaient, certes, chassaient, se faisaient des vêtements en peau de bête, mais Sumer, c'est finalement le déclic qui a provoqué justement le point de départ de la civilisation. La point de départ de la civilisation, voilà. Donc les mathématiques, l'écriture, et on te place les pyramides d'Égypte après Sumer, forcément, hein. Pas possible que ce soit été fait avant. Hein, c'est improbable. Donc voilà pourquoi il y a un problème en fait d'évaluation de chronologie. Et c'est ce que Laurent Villaverde, donc, que vous avez reçu, évoquait de façon remarquable et que je salue au passage, hein, dont j'apprécie énormément les interventions à chaque fois. Et c'est très intéressant. C'est ce qu'il évoque vraiment. On a un problème dans cette chronologie. Et il y a vraiment matière aujourd'hui avec les évidences qu'on a. Il y a matière vraiment à réfléchir sérieusement et à réévaluer cette chronologie. Ouais, remettre certaines choses en cause, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, puisqu'on est en France, parce qu'il y a une vidéo, moi aussi, qui m'a interpellé, c'est les stèles de Lourdes. Ouais. C'est pareil, c'est une histoire absolument incroyable. C'est vrai, tu nous montres ces stèles avec ce petit bonhomme qui fait un peu extraterrestre, faut bien le dire. Enfin, on y voit ce qu'on y veut y voir, évidemment, certains me diront. Après, c'est vrai que la représentation telle qu'elle est, elle est gravée dans cette stèle évoque un petit être aujourd'hui comme on peut les voir à la télé, dans les films. On a vraiment affaire à une sorte de petit gris, comme on dit, hein, les shotguns en américain, ce type alien. Alors beaucoup de gens sont revenus vers moi pour me dire oui, mais ça pourrait être la représentation d'un Kago. Les Kagos qui étaient des êtres, je crois qu'ils ont fait leur apparition. Alors ce qui est très intéressant avec les Kagos, c'est qu'ils sont apparus au Moyen-Âge et ont disparu, en fait, je crois au siècle dernier. Donc c'était des petites personnes, hein, je crois un peu plus grands que des nains, ou à peu près, mais qui avaient des proportions étranges dans leur anatomie, qui avaient des têtes un peu disproportionnées, qui étaient assez d'ailleurs... on va dire rejeté à l'époque, hein. On avait aménagé d'ailleurs certaines églises ou certains lieux pour les Kagos. Les Kagos n'avaient pas le droit d'emprunter ou d'utiliser les endroits publics ou d'être à certains endroits comme tout le monde. C'était un peu, je dirais un peu comme c'était un peu une sorte de racisme, un peu comme aux États-Unis. C'est quoi, une communauté qui a vécu dans ce coin-là? C'est une communauté qui a vécu en France, en France durant le Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant avec les Kagos, c'est qu'on ne sait pas d'où ils sont sortis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là avant, ils sont apparus d'un coup comme ça, on ne sait pas d'où. Il y a pas mal de sujets qui traitent de cela, de textes qui disent que les Kagos seraient à un moment un peuple venu ici il y a très longtemps, ils se seraient perdus ici, ou on n'aurait pas pu repartir. Il y a pas mal d'histoires, bon, ça sonne comme de la science-fiction, voilà, bon. Mais toujours est-il que, voilà, certaines personnes pensent que la représentation de ce petit être pourrait être un Kago, bien que la forme telle qu'elle est évoquée sur cette stèle laisse penser que ça pourrait être autre chose. Et au-delà de ce petit personnage qui apparaît sur cette stèle, il y a aussi ces symboles, donc très particuliers. Et d'ailleurs, ce qui moi m'a interpellé quand j'ai vu ces symboles, c'est que j'ai retrouvé ces symboles, parce que bon, je m'intéresse pas mal aussi à tout ce qui est phénomène ovni. Voilà, c'est un sujet qui m'est personnel, j'aime beaucoup regarder tout ça. Et on retrouve aussi ces symboles représentés, enfin quelques-uns, par un Brésilien qui prétendait avoir été, je sais plus à quelle époque, abducté, donc enlevé dans un vaisseau, etc. Il avait vu des symboles sur une porte, je sais pas quoi, il les avait redessinés, et quand tu vois cette stèle, ces symboles sont similaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'abécédaire de Glosel, pour en revenir aux tablettes, comporte tous les symboles que tu retrouves sur la stèle de Lourdes. Voilà. Ah ouais. Alors aujourd'hui, les symboles de cette stèle n'ont pas été décryptés par les chercheurs qui travaillaient dessus ou qui ont travaillé, parce que je pense qu'à mon avis ils ont arrêté de se pencher sur l'affaire. Mais moi, quand j'y suis allé et que j'ai demandé à parler à une personne qui pouvait me renseigner là-dessus, on m'a dit que à Lourdes, donc dans ce château qui est en plein milieu de Lourdes, hein, vous pouvez le voir, tu as la ville et puis tu as une sorte de colline, un monticule avec le château, et tu trouves cette stèle en fait dans ce château à l'extérieur. La personne m'a dit clairement que ces symboles étaient inconnus, qu'on ne savait pas ce qu'ils représentaient, ce qu'ils voulaient dire, d'où ils venaient. Mais il est intéressant de voir que tu les retrouves sur les tablettes de Glosel.
Et tu retrouves aussi des symboles similaires sur les tablettes de Tartaria. Les tablettes de Tartaria, ce sont des tablettes qui ont été retrouvées en Roumanie et qui présentent une grande similarité avec les tablettes de Glosel. Ce sont exactement les mêmes supports qui ont été utilisés, les représentations animales qu'on y a gravées, comme le cerf, ils sont communes, et tu retrouves aussi des symboles identiques. Et c'est très intéressant parce que ces tablettes de Tartaria font autant polémique en ce moment en Roumanie que les tablettes de Glosel l'ont fait dans les années 50 je crois, ou 60, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ces tablettes. Et pareil, ces tablettes de Tartaria remettent en question justement l'origine de l'écriture qu'on attribue à Sumer, alors qu'en fait on te dit bah Sumer est catégorisé comme étant l'origine de finalement toutes les civilisations intelligentes. Voilà. Mais en fait on a des preuves d'évidence qui disent simplement qu'avant Sumer il y a eu des civilisations ou une civilisation qui avait connaissance de l'écriture. Donc Sumer n'est pas forcément aujourd'hui la première à l'origine de l'écriture. C'est fou parce qu'on n'a jamais entendu parler de toutes ces tablettes qu'on trouve en France. C'est pas extrêmement... Non, parce que... J'ai plus entendu parler des pierres d'Iquet que des tablettes de Glosel. Enfin, c'est ça. Tablettes de Glosel aussi, sujet très intéressant. Et pour cela, bon voilà, moi je suis là pour ouvrir une porte. Mais elles sont visibles, elles sont où? Les tablettes de Glosel sont visibles au musée dans la petite ville de Glosel, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, endroit où je me rendrai peut-être l'année prochaine, quand j'aurai avancé les choses sur lesquelles je suis. C'est où? Parce que je suis ignorant. Près de Vichy. Près de Vichy, voilà. Voilà. Clermont-Ferrand, Vichy, un peu en dessous tu as Glosel, voilà. Donc sujet très intéressant. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits sur ces tablettes dans les années 80. Il y a eu une sorte de comment dire, d'effervescence, de re-effervescence si je puis dire autour de ces tablettes, et puis bah pouf, on n'en a plus trop entendu parler. Et aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui on continue de découvrir des éléments, des artefacts qui sont intrigants, qui sont pour certains anachroniques, qui ne sont pas classables dans une période ou dans une autre, donc qui sont tout de suite mis un peu aux oubliettes, jusqu'à ce que des personnes ayant accès à cette information la diffusent, la présentent. Mais pareil, il n'y a pas beaucoup d'études ou de budgets qui sont alloués sur ce genre de pièces qui pour moi sont beaucoup plus intéressantes tout simplement que creuser des sites romains. Non, c'est quand même assez impressionnant. Alors, tu as évoqué la Roumanie, et je sais que tu prépares un reportage sur la Roumanie. Alors, plus qu'un reportage. Parle-nous-en un petit peu de ce projet. Alors, la Roumanie, pour revenir un peu aux origines, ça vient d'une belle rencontre que j'ai faite avec une personne que j'aime profondément et que j'aurai l'occasion, j'espère, de voir très bientôt, qui s'appelle Tony, qui va peut-être regarder cette intervention ce soir. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai eu connaissance d'un certain nombre de mystères que j'ignorais totalement jusque-là. Et en allant là-bas pour me rendre au plus près de ces mystères, j'ai ouvert une porte qui a laissé déferler sur moi une cascade d'énigmes et de nouveaux mystères. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à raconter. Et j'avais envie d'aller plus loin encore que faire des petits reportages caméra à la main. Cette fois, j'avais envie de réaliser avec une petite ambition un film, tout simplement un film documentaire qui présenterait tous ces phénomènes qui sont tous liés les uns aux autres. Alors, tu as plein de choses en Roumanie. Tu as les fameuses tablettes de Tartaria dont je t'ai parlé, qui sont similaires à celles de Glosel. Tu as des... alors, il y a beaucoup de phénomènes aérospatiaux aussi là-bas. Mais Dracula, ça vient de là. Voilà. Alors là, tu me cites typiquement l'icône de la Roumanie que les Roumains ne peuvent pas encadrer. Ils ne peuvent pas encadrer, c'est marrant ça. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, bon, personnellement, je ne crois pas aux vampires. À proprement parler, tels qu'on les présente aujourd'hui dans le cinéma... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'y crois pas, chacun croit en ce qu'il veut après tout, mais je crois plutôt aux évidences et aux choses que moi j'ai vues là-bas, et qui sont beaucoup plus intéressantes que des histoires de vampires, notamment donc ces fameuses tablettes qui remettent en question l'origine de l'écriture de Sumer. Il y a aussi un certain nombre de squelettes qui ont été excavés là-bas, des squelettes très très grands. On retombe, des squelettes très grands. On retombe dans, on va dire, l'épisode des squelettes de géants, finalement, qui seraient peut-être et probablement des squelettes issus et originaires de ces fameux géants qui sont comptés dans tous ces cultes, dans toutes ces histoires dont on a abordé un peu avant.
Et ça fait beaucoup couler d'encre aussi en Roumanie. On n'entend pas parler en France, mais il y a des évidences. Alors, je n'ai pas pu ramener de preuves physiques. D'ailleurs, quand je suis parti là-bas, je ne m'attendais pas du tout à trouver un os à un moment et de pouvoir le filmer, même si je le désire profondément, parce que ça serait, je veux dire, un élément très convaincant, une base de travail sur laquelle partir pour justement repartir dans le passé et justement remettre en question tout ce dont on parle ce soir. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui, lui, travaille avec des archéologues et voilà, donc j'ai réussi à avoir un témoignage très intéressant que je présenterai dans ce film. Je ne vais pas en dire trop, mais il y a des évidences, très très intéressantes, très intrigantes aussi concernant la civilisation pré-roumaine, donc qui étaient les fameux Daces. Les fameux Daces. Voilà, les Thraces, les Daces qui étaient donc une branche de la culture thrace. Les Thraces qui étaient des combattants redoutables et qui ont donné beaucoup de fil à retordre en fait à Rome, dans l'Empire romain. C'est incroyable qu'aujourd'hui on n'entend pas énormément parler de ce peuple qui a véritablement eu une influence sur toutes les cultures européennes, jusqu'à même influencer l'Empire romain, puisque l'Empire romain a même dédié à ces Thraces des statues, leur ont donné en hommage, même si c'était leurs ennemis, les ont vraiment gratifiés et ont mis en avant justement leur bravoure, leur noblesse. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur les Thraces. Les Daces, par contre, excuse-moi, pas les Thraces, qui donc, je répète encore une fois de plus, c'était une branche des Thraces. Ces fameux Daces avaient des bonnets phrygiens, un peu comme ces bonnets que nous avons hérité de la Révolution française. Que nous avons hérité de la Révolution française, des bonnets justement pourpres. Et le fameux bonnet phrygien vient donc de la Phrygie, donc de cette zone où les Daces vécurent. Et ce bonnet en fait a été emprunté, donc repris à ce peuple dace, qui est justement été le peuple qui a dit non à l'Empire romain, qui s'est confronté à l'Empire romain et qui a résisté à l'Empire romain pendant de très très nombreuses années et qui a finalement y a succombé uniquement parce qu'il y a eu beaucoup de trahison au sein de ces tribus pré-roumaine et voilà. Mais ce bonnet phrygien, symbole de la révolution et du nom en fait, vient des Daces, donc de ces combattants roumains dont je parlerai dans le film documentaire parmi un ensemble d'autres sujets très très intéressants. Voilà. Et quand je dis que cette civilisation pré-romaine est finalement quelque part le berceau de la culture européenne, il y aura des évidences qui seront mises en avant et qui seront très intéressantes et qui j'espère convaincront les métanotes. Ah bah alors là, oui. Les Roms à la base de l'Europe, ça va plaire à certains. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Roms ne sont pas la culture roumaine. Oui, les Roms à la base viennent d'Inde. Hein. Oui, ils sont des tziganes comme on dit. Mais à la base c'est la culture indienne. Oui, ce sont des Indiens qui viennent d'Inde. Et voilà. Donc on a aussi un grand nombre d'autres éléments par rapport à l'Arménie comme des artefacts, notamment un artefact très intéressant que j'ai mis en avant récemment sur ma page Facebook, qui d'ailleurs n'est pas inconnu pour certaines personnes, qui est l'artefact de Ayoud. Et cet artefact en lui-même est une évidence que je dirais absolue, que je classifierais comme absolue, point de départ pour remettre en question tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que cet artefact est fait à 92,75% d'aluminium, mais aussi composé de 11 autres en fait, minéraux différents. On trouve du zinc, on trouve de l'argent, on trouve du cobalt, et on trouve un tas d'autres métaux. Et clairement, cet artefact a été retrouvé à 10 mètres de profondeur, à côté d'un rhinocéros à fourrure, qui a évolué en fait sur cette planète il y a 112 000 ans, jusqu'à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc cet artefact est au minimum âgé de 10 000 ans, et comporte à sa surface une couche d'oxydation qui, pour arriver à un tel point, a demandé des milliers et des milliers d'années. Donc comment, il y a 10 000 ans, on a pu travailler l'aluminium de cette façon, sachant qu'on a pu seulement découvrir et, on va dire, travailler l'aluminium en 1859 ou 60, je ne sais plus exactement. Mais voilà, avec une température de fusion de 600 degrés et par rapport à tous les différents métaux qu'on trouve à l'intérieur, oui, ça ne peut pas être un accident. Ça peut pas être voilà. Et cet artefact a vraiment une forme très spécifique, et il faisait probablement et très sûrement partie d'une autre structure, puisqu'on voit qu'il y a des trous à l'intérieur, il y a 2 trous, il y a une cavité au fond avec un autre trou à l'intérieur, donc il faisait partie
d'une autre structure qui probablement était mécanique, hein, puisque là tout est fait pour justement permettre une translation dans l'utilisation de cet objet. Et donc voilà, tout simplement que cet artefact, c'est déjà un point d'interrogation qui, si on le mettait en avant, si on prenait, et si on mettait du budget, on prenait le temps de s'y investir, aurait beaucoup à dire tout simplement. Et enverrait en fait, balayerait d'un coup de balayette toutes les dates et les choses qu'on a placées sur cette chronologie. Donc la Roumanie, un pays, semble-t-il, qui regorge de ressources, de légendes, etc. Tout à fait, hein, puisque, comment tu as intitulé ton teaser, L'autre terre des dieux? J'ai appelé ce film documentaire L'autre terre des dieux, puisque les dieux dans les anciens temps étaient assimilés dans la culture mésopotamienne aux Anunnaki. Alors, pareil, hein, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis un peu fatigué à cette heure-là, donc les métanotes n'hésiteront pas à me reprendre au cas où. Mais voilà, les dieux dans les anciens temps, les géants, les Anunnaki, voilà. Cette Roumanie a été aussi, je dirais, un lieu où les dieux, de mon point de vue, auraient aussi eu une influence sur la culture roumaine. Et certaines légendes parlent également d'un dieu qui serait descendu sur terre en Roumanie, qui s'appelait le dieu Luana, qui d'ailleurs aurait apporté aussi sa connaissance aux hommes. Et c'est intéressant parce que ce dieu Luana, eh ben, en fait, c'est le dieu Anu chez les Sumères, c'est le dieu Oré Janas dans les civilisations précolombiennes, c'est le dieu Viracocha du côté de la Bolivie. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a quand même des points communs entre les cosmogonies de toutes ces civilisations. Exactement. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc l'autre terre de Dieu présentera de nouvelles évidences et mettra en avant des faits dont on n'a pas forcément entendu parler, qui peut-être ajouteront un peu d'eau au moulin et viendront éclairer un peu l'ensemble de tous ces mystères. Et donc en plus, ça y est, je crois que ton reportage, en tout cas, le tournage est terminé. Le tournage est terminé. Je suis revenu avant-hier dans la deuxième phase de tournage. Voilà, donc là le film est en cours d'élaboration, ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'avais annoncé clairement, il y a une date hein, sur le site qui est dédiée au film, qui annonce donc la sortie du film, mais je pense que ça sera beaucoup plus, ça sortira un peu plus loin que ce que j'ai prévu de faire à l'origine, parce que cette fois j'ai vraiment envie de raconter une histoire en présentant des faits, en faisant intervenir des personnes, des intervenants de qualité qui sont tous chercheurs ou scientifiques dans leur domaine respectif. Et pour cela, ça prend du temps, donc je suis obligé de laisser un peu de côté pendant un certain temps les vidéos caméra à la main pour essayer justement de voir ce genre. J'ai envie de dire un projet qui va être plus professionnel au sens de la... J'essaie de le structurer un peu plus professionnellement parlant pour essayer de voir si justement dans ce résultat je peux éventuellement ouvrir une autre porte peut-être dans le futur à réaliser peut-être d'autres films documentaires et peut-être essayer d'en vivre parce que c'est le plus important. D'ailleurs j'en profite ce soir pour mettre quelque chose au clair avec tous les internautes qui suivent mes vidéos. Je reçois beaucoup de messages, des fois parfois négatifs. Les gens pensent que je suis immensément riche, que je suis fortuné de vivre, de mener la vie que j'ai, de vivre autour du monde comme je le fais. C'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé de sortir à un moment de ma zone de confort, de partir 18 mois à voyager à travers le monde. J'ai vendu tout ce que j'avais. Je n'avais pas de femme, je n'étais pas marié, pas d'enfant, pas de crédit. J'avais un très bon travail qui m'a permis d'économiser de l'argent. Au lieu de m'acheter une voiture, une maison, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour partir faire ce voyage. Voilà. Donc aujourd'hui, je vis sur l'argent que j'ai pu économiser et j'aimerais, dans cette passion que je me suis découvert pour ces voyages et dans cette... ce milieu d'évidence, d'archéologie, de civilisation qui me passionne. J'aimerais pouvoir en vivre tout simplement. Et pour cela, il faut que je trouve un moyen de rentabiliser quelque part ce travail. Voilà, j'espère que les internautes joueront le jeu et m'en voudront pas. Peut-être au futur de délaisser un peu la caméra pour me tourner vers des projets un peu plus professionnels. Mais en tout cas, ils resteront ces projets toujours tournés vers donc, les mystères des anciennes civilisations et d'un ensemble justement de mystères inconnus. Voilà. Moi je pense pas qu'on t'en voudra si tu nous présentes des films et des projets plus professionnels. En attendant, la régie elle est prête cette fois. Ouais, voilà, il n'y a
pas de surprise, on va faire la deuxième pause et puis on revient juste après. Et cette fois, ça va être les fameuses questions. Ah, super. C'est les questions des métanotes. Déjà que j'en ai vu qu'il y en avait pas mal. Eh ben, on va répondre aux questions. Donc, la régie, bah, c'est normal, c'est à vous, maestro.